Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du Mystère dit. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de semaine. Alors comme vous l'avez vu dans la miniature, je me répète, mais je me répéterai systématiquement. Merci encore à Ezra, vous pouvez constater encore un thumbnail, une miniature réussie. Je ne saurais que vous encourager à aller consulter son travail et à faire appel à ses services si jamais vous avez besoin de visuels, mais pas que. N'hésitez pas à aller voir tout ce qu'elle peut vous proposer. Toutes ces informations sont dans la barre de description de cette vidéo. Et aujourd'hui, le conte de fées que nous allons traiter, c'est Réponse. Vous avez donc le thème, vous avez la miniature et rentrons directement dans le vif du sujet. Il était une fois une histoire que tout le monde croyait connaître. Mais la vérité, tapie dans l'ombre du conte de fées, est bien plus terrifiante. Aujourd'hui, nous allons remonter le fil d'une intrigue où la magie côtoie l'obscurité, où les versions se superposent mais ne se ressemblent pas vraiment. Préparez-vous, encore une histoire, une de plus, étonnamment destinée à des enfants. Bon, rassurez-vous, ce coup-ci, elle est un peu moins terrifiante que toutes celles qu'on a pu voir jusqu'alors, mais à peine moins terrifiante. L'origine de ce récit est clairement un mystère disputé à travers les siècles. Était-ce Réponse des frères Grimm qui détient la couronne du premier conte, ou bien faut-il regarder du côté de Percinette, écrite par Charlotte Rose de Caumont-la-Force? Peut-être encore que la véritable source se cache dans les écrits de Giambattista Basile et sa sombre Pascodisia. Une question fascinante, n'est-ce pas? Encore une fois, un conte qui trouve sa source si loin et qui a passé tellement d'étapes que l'origine est difficile à identifier. Mais quelle que soit la réponse, une chose est certaine, l'histoire originale, quelle qu'elle soit, révèle un univers bien plus sombre que tout ce que nous pouvons imaginer. Ce voyage au cœur des origines pourrait bien vous surprendre et vous troubler. Accrochez-vous, allez on y va, c'est maintenant. En vérité, Giambattista Basile est bel et bien le premier, encore lui, à avoir écrit une version connue de ce qui ressemble à Réponse dans son recueil Pentamerone, publié en 1634. Alors apparemment, c'est lui la source. Je vais mener des vraies enquêtes et des vraies investigations quand je vais clôturer ces chapitres du Mystère dit autour de ce gars, parce que clairement, les plus gores et les plus sombres, ils nous viennent de lui. Ensuite, il y a Charlotte Rose de Caumont-la-Force, une auteure française du XVIIe siècle, qui a publié en 1698 Percinette, une version revisitée, mais bien plus proche de ce que nous associons aujourd'hui à Réponse. Et enfin, les frères Grimm, en 1812, incluent Réponse dans le recueil de contes, adaptant et modifiant l'histoire en y ajoutant une dose de tragédie et de morbidité propre à leur style. Leur version est devenue la plus célèbre, mais vous allez le voir, ce n'est pas l'original. Pour la majorité d'entre nous, ce conte raconte l'histoire d'un couple royal désespéré de concevoir un enfant. La reine, enfin enceinte, est prise d'un désir irrésistible pour un parterre de Réponse qu'elle aperçoit depuis sa fenêtre. Ces plantes luxuriantes et mystérieuses poussent dans le jardin de leur voisine, une femme étrange dont personne n'ose approcher. Le désir devient obsession. La reine dépérit, son esprit hanté par ces feuilles vertes qu'elle imagine déjà fondre sur sa langue. Le roi, incapable de supporter la souffrance de sa femme, prend une décision fatale. Une nuit, il escalade le mur du jardin interdit et s'aventure parmi les Réponses, ignorant l'aura maléfique qui imprègne chaque recoin. Mais avant qu'il ne puisse s'enfuir, une silhouette apparaît alors dans l'ombre. La voisine, une sorcière à la voix tranchante comme une lame, lui fait face. Elle lui propose alors un pacte. Il pourra cueillir les réponses qu'il veut, toutes les réponses qu'il veut, et sauver sa reine, mais à une seule et unique condition. Leur premier-né lui appartiendra. Quand vient le jour de la naissance, la joie des jeunes parents est brève. Fidèle à son marché, la sorcière surgit, enveloppant le berceau dans une obscurité glaciale. L'enfant, une petite fille d'une beauté saisissante, est arrachée des bras de sa mère et emportée dans la nuit. La sorcière la nomme alors Réponse, en souvenir des plantes pour lesquelles elle a été sacrifiée.
Les années passent et Réponse grandit, devenant une jeune fille à la chevelure d'or, si longue et soyeuse qu'elle semble tissée par le soleil lui-même. Mais sa beauté devient sa prison. À 12 ans, la sorcière, craignant que le monde de lui vole son trésor, enferme Réponse dans une tour si haute et si isolée qu'aucune échelle ni porte ne peuvent y donner accès. La seule ouverture est une toute petite fenêtre par laquelle Réponse contemple un monde qu'elle ne pourra jamais toucher. Lorsque la sorcière veut rejoindre sa captive, elle se tient au pied de la tour et appelle « Réponse, Réponse, laisse tomber ta longue chevelure ». Obéissante, la jeune femme défait ses nattes, laissant sa cascade dorée glisser le long du mur. La sorcière, s'accrochant à ses mèches ensorcelées, grimpe jusqu'à la fenêtre, toujours vigilante, toujours jalouse de ce qu'elle possède. Mais ce que la sorcière ignore, c'est qu'aucune prison, aussi solide soit-elle, ne peut enfermer les rêves. Réponse, du haut de sa tour, commence à espérer. Et dans l'ombre, un nouveau chapitre se prépare, plus sombre et plus imprévisible que ce que vous pourriez imaginer avec l'arrivée du prince. Mais par contre, petite parenthèse, parce que là, je suis obligée de réagir, on est dans la version revisitée donc faite pour nos enfants, on peut déjà quand même constater que certains éléments restent problématiques et inappropriés. Ou alors c'est moi, je vais le dire ça comme ça pour l'instant, mais c'est une histoire pour les enfants, destinée aux enfants. Elle est censée avoir 12 ans. Elle est quand même enfermée dans la tour par une vieille femme folle. Et un jour, il y a un prince, elle lui lâche les cheveux, le prince, il escalade, ils font leur affaire. C'est quand même très étrange, si on veut creuser un petit peu. Mais vous allez voir que dans le conte original, cette histoire, elle est encore plus tordue. Parce que oui, dans le conte original, l'histoire démarre avec une femme nommée Pascodésia, qui un jour, alors qu'elle se tenait à une fenêtre donnant sur le jardin d'une ogresse, aperçut un parterre de persil si verdoyant et si appétissant qu'elle en fut complètement bouleversée. L'envie devint si forte qu'elle sentit ses forces la quitter. Incapable de résister, elle guetta patiemment le départ de l'ogresse et, profitant de son absence, s'aventura dans le jardin pour y cueillir une poignée de persil. Parce que oui, il faut savoir que dans le conte italien, qui est l'origine, il n'y a pas de père présent au départ. On ne sait pas, ce qui est quand même assez rarissime pour l'époque. Mais il y a un flou artistique, cette femme est toute seule. Mais le retour de l'ogresse ne tarda pas. Lorsque le soir, elle s'apprêta à préparer sa soupe, elle découvrit que son persil avait été touché et devint furieuse et se promit de découvrir qui était le malotru responsable de cet acte délictueux. De son côté, Pascadozia, incapable de résister à son désir, retourna plusieurs fois dans le jardin. Mais un matin, elle tomba nez à nez avec l'ogresse, qui, folle de rage, lui lança. « Te voilà enfin, voleuse. Oses-tu pénétrer sans vergogne dans mon jardin ? Paies-tu le loyer de cette terre pour te permettre un tel affront ? Par ma foi, je vais te faire payer cher cette audace. » Terrifiée, Pascadozia tenta de s'expliquer. « Je ne suis pas guidée par la gourmandise ou la faim, noble dame, mais par une crainte qui me ronge. Si je n'assouvis pas ce désir, mon enfant risque de naître avec un bouquet de persil sur le visage. Vous devriez me remercier de n'avoir pas touché à vos précieuses récoltes plus tôt, parce que cette envie me taraude depuis bien lurette. » Alors, c'est des croyances que quand tu as des envies pendant tes grossesses, si tu ne les assouvis pas, c'est genre ce qui va donner des taches de naissance à tes enfants. C'est ce qui se disait, c'est ce qu'ils croyaient déjà à l'époque. Donc je préfère vous expliquer. Des excuses forcément complètement creuses de la part de Pascodizia, parce que l'ogresse lui répond d'une voix glaciale « Tu ne m'amadoueras pas avec de tels discours, je te laisse une seule chance de sauver ta vie. Promets-moi l'enfant que tu porteras, peu importe qu'il soit fille ou garçon, ou je te dévorerai sur le champ. » Forcément, prise au piège, Pascadozia, désespérée, jura sur son honneur de tenir cette promesse. L'ogresse, satisfaite, la libéra. Le moment venu, Pascadozia donna naissance à une magnifique petite fille. L'enfant, orné d'un délicat bouquet de persil sur la poitrine, fut nommé Persil. Je suis désolée, mais alors le nom... Persil, qui appelle son enfant Persil? La fillette grandit, devenant de plus en plus belle avec les années. À l'âge de 7 ans, alors qu'elle allait chaque jour à l'école, elle croisait souvent l'ogresse qui lui murmurait systématiquement d'une voix inquiétante « N'oublie pas de dire à ta mère qu'elle t'a promise à moi. » Et ainsi, l'ombre de cette promesse continuait de planer sur Pascadozia et sa fille jusqu'à ce que le destin vienne réclamer son dû.
l'ogresse répétait si souvent le même message que la mère de Persile, excédée, finit par dire à sa fille « Si tu croises encore cette vieille femme et qu'elle te rappelle cette promesse absurde, dis-lui simplement « Prends-la !» La mère, bref. Persile, qui n'avait bien évidemment aucune idée du danger, suivit l'instruction de sa mère lors de sa prochaine rencontre avec l'ogresse. Mais à peine eut-elle prononcé ces mots que l'ogresse la saisit par ses longs cheveux et l'entraîna dans une forêt où le soleil ne pénétrait jamais. Là, elle fit surgir par magie une tour haute et austère, sans porte ni escalier, avec pour seule ouverture une toute petite fenêtre. Et elle enferma la petite fille de 7 ans à l'intérieur, sans un mot, sans un regard, sans une explication. Chaque fois que l'ogresse souhaitait entrer, elle appelait « Persile, laisse tomber tes cheveux » et montait en s'agrippant à la chevelure dorée de la jeune fille aussi habilement qu'un marin escaladant le mât d'un navire. Un jour, alors que l'ogresse était partie, Persile passa sa tête à la fenêtre et laissa ses cheveux se dérouler dans la lumière. Le fils d'un prince qui passait par là aperçut cette cascade d'or brillant au soleil. Intrigué, il leva les yeux et fut émerveillé en découvrant le visage de Persile semblable à celui d'une sirène envoûtante. En un instant, il tomba éperdument amoureux. Résolu à se faire connaître, il envoya des soupirs et des regards à travers la fenêtre, espérant gagner la faveur de la jeune fille. Peu à peu, leurs échanges se transformèrent en promesses, en compliments murmurés et en gestes d'amour timide. Une nuit, ils convinrent d'un plan. Persile ferait boire du jus de pavot à l'ogresse pour l'endormir, puis tirerait le prince à l'aide de sa chevelure jusque dans la tour. Lorsque l'heure convenue arriva, le prince se rendit au pied de la tour. Persile laissa tomber ses cheveux et d'une voix douce, il cria « Tire !» Elle hissa le prince jusqu'à sa fenêtre et il se glissa dans la chambre. Aux premières lueurs du jour, il descendit par la même échelle dorée, promettant de revenir. Alors, petite parenthèse qui a son importance, même s'il existe clairement un faux artistique au niveau de cette histoire, on s'est arrêté au fait qu'elle avait 7 ans. Alors, il ne s'est pas écoulé des 1000 et des 100 entre ce moment où elle a 7 ans qu'elle est kidnappée et le moment où le prince monte dans la tour. Quel âge a le prince ? Je pose ça là. Leur rencontre secrète se répète plusieurs fois. Mais une voisine curieuse et bavarde, qui adorait s'immiscer dans les affaires des autres, finit par découvrir leur manège. Elle rapporta tout à l'ogresse, l'avertissant que Persile voyait un jeune homme et qu'il risquait bien de s'échapper. Furieuse, l'ogresse remercia la commère et jura d'agir. Persile ne pourrait de toute façon pas fuir. L'ogresse avait jeté un sort sur elle, rendant toute évasion impossible, à moins de posséder 3 glands magiques dissimulés dans une poutre de la cuisine. Mais ce que l'ogresse ignorait, c'est que Persile avait entendu cette conversation et préparait déjà son prochain coup. Lorsque la nuit tomba et que le prince arriva comme prévu, elle lui expliqua le plan. Ensemble, ils récupèrent les 3 glands, puis confectionnèrent une échelle de corde. Ils descendirent de la tour et prirent la fuite vers la ville. Cependant, la commère les aperçut et alerta l'ogresse en poussant des cris. Réveillée, cette dernière descendit de la tour par la même échelle et se lança à leur poursuite. En voyant l'ogresse fondre sur eux à une vitesse effrayante, Persile utilisa le premier gland, le jetant au sol. Immédiatement, un énorme bulldog surgit, aboyant férocement et se jetant sur l'ogresse. Mais la vieille femme rusée sortit un morceau de pain de sa poche et calma l'animal avant de reprendre sa course. Persile, voyant l'ogresse s'approcher de nouveau, lança le second gland. Un lion imposant apparut, sa crinière fouettant l'air, prêt à attaquer. Mais l'ogresse, astucieuse, dépouilla un âne qui broutait dans un pré voisin et enfila sa peau. Trompé par cette ruse, le lion prit peur et s'enfuit. L'ogresse, toujours déterminée, continua sa folle course-poursuite. En désespoir de cause, Persile lança le dernier gland. Un loup féroce surgit et cette fois, l'ogresse n'eut pas le temps d'élaborer une ruse. Le loup se jeta sur elle et la dévora sur le champ. Libérés de toute menace, Persile et le prince poursuivirent leur chemin en toute tranquillité jusqu'au royaume de ce dernier. Alors vous le voyez, déjà, avec une ogresse qui semble bien décidée à garder Persile pour elle, l'histoire prend une tournure déjà bien sombre. On sent clairement tout au long du conte qu'elle ne souhaite pas simplement protéger la jeune fille, mais qu'à terme, elle compte bien en faire son repas. Le contexte devient encore plus étrange lorsque l'on considère l'âge de réponse. Enfermée à 7 ans, elle développe une relation amoureuse avec un prince qui passait par là. Une situation troublante et j'estime peu explicable. Et pourtant,
les frères Grimm ont encore rajouté des éléments qui amplifient la noirceur du récit et qui en disent très très long, vous allez voir. Dans le conte de Grimm, lorsque la sorcière découvre l'histoire d'amour entre Réponse et le prince, sa vengeance est terrible. Elle coupe les cheveux de la jeune fille, symbole de sa beauté et de sa liberté, et la bannit dans le désert, condamnée à y errer, seule et désespérée, et à compter tous les grains de sable. De son côté, le prince, ignorant tout de ce drame, se rend comme à l'accoutumée à leur rendez-vous secret. En appelant Réponse, il est surpris par la sorcière qui, à l'aide des cheveux de la jeune fille, le hisse à la fenêtre. Face à la sorcière et à son terrible piège, le prince est poussé dans le vide, tombant dans les ronces qui lui crèvent les yeux. Aveugle et désorienté, il erre dans la forêt pendant des années, guidé uniquement par son chagrin. Le miracle survient lorsqu'un jour, le prince entend une voix familière, celle de Réponse. Après de longues années de séparation, elle chante, toujours dans son désert. Bon, après, là, il y a des anomalies, il y a des incohérences, mais c'est censé être un conte de fées. Bon, donc, lui, il est dans les bois, il est dans le désert, mais à un moment donné, lui, à force de errer, aveugle, et elle, à force de compter les graines de sel en chantant, bon, mais ils se sont retrouvés parce qu'il a été guidé par la mélodie de la voix. Et enfin, ils sont réunis. Et lorsqu'ils se retrouvent, Réponse fond en larmes dans ses bras et ces larmes miraculeuses tombent dans les yeux du prince, lui rendant la vue. Le conte s'achève sur une note de réconciliation, mais le chemin pour y parvenir reste marqué par une immense souffrance. Et là, alors qu'on se dit que même revisiter, re-revisiter, ça reste quand même un conte hyper chelou pour les enfants, voilà pas qu'arrive monsieur Walt Disney avec ses gros sabots. Et alors Disney, lui, il a rajouté des détails à l'histoire qui, si vous vous y connaissez en symbolique, est quand même bien tordu. Lui, il a rajouté des détails, vous allez le voir, plus qu'équivoques. Dans le dessin animé, la mère Gothel, c'est le nom de la sorcière, n'agit pas par vengeance. Non, mais pour conserver, accrochez-vous les amis, surtout ceux de ma chaîne qui sont des aficionados de ma chaîne, pour conserver sa jeunesse éternelle, que lui confèrent les pouvoirs de la fleur, absorbés par les cheveux de Réponse. Disney carrément parle d'un kidnapping ayant pour seul et unique but la survie et la beauté de la sorcière du conte et son éternelle jeunesse, via les cheveux d'un enfant, via un enfant. Et franchement, on peut dire que l'idée d'éternelle jeunesse et de beauté connectée à un enfant est quand même un sujet hyper récurrent chez Disney. Et il y a toujours des sacrifices de sang, que ce soit Blanche-Neige, et il y a toujours une nana vieille qui veut garder sa beauté et qui, pour garder sa beauté, elle est obligée de supprimer ou de kidnapper ou de manger des... Mais vous vous rendez... Enfin, dites-moi si je suis folle. Mais c'est en ça que je voulais traiter les contes de fées, parce que je savais que les contes de fées nous en feraient venir là. Les similitudes avec toutes les autres histoires s'arrêtent là où commence l'enfermement de Réponse dans la tour. Alors contrairement en plus au conte original où un prince brave les dangers pour la secourir, Disney lui il a introduit Flynn Rider, un voleur maladroit qui va rentrer dans la tour d'une jeune enfant pour faire des affaires. Et si dans l'histoire originale, le prince devient aveugle et est sauvé par les larmes de Réponse, Disney préfère une version beaucoup plus dramatique. Flynn est poignardé par mère Gothel et ce sont les pouvoirs magiques de Réponse, hérités de la fleur, qui le ramènent à la vie. Certains diront que cette fin plus héroïque remplace la dimension mystique des larmes curatives, mais moi, je dirais que franchement, l'idée de sacrifice de sang, ça semble impérative chez Disney, puisque ça aussi, ça fait clairement partie, je viens de vous le dire, de ses sujets préférés. Bon, encore une fois, on se demande bien ce qui est passé par la tête des auteurs pour offrir aux enfants une histoire où il est question de sacrifice d'enfants, de jeunesse éternelle, d'enfermement cruel, d'enfants à manger, d'enfants à sacrifier, de sang, d'œils crevés, etc., etc. Et évidemment, d'une sorcière omniprésente, prête à tout pour assouvir ses desseins tordu. Je le répète comme je le fais systématiquement maintenant à nos rendez-vous du Mystère dit, qui décide que ce genre d'histoire est approprié pour l'imaginaire des petits. Très certainement pas les gens qui ont fait la guerre aux dessins animés pendant des années du Club Dorothée, parce que ça vous a choqué.
Oh, c'était mieux l'époque où on lisait les frères Grimm à nos enfants, il me semble que c'était l'argument. Vous êtes sûr? Si on gratte un peu, on pourrait presque y voir une métaphore dérangeante de pouvoir et de contrôle, une manière subtile de normaliser des idées bien sombres. En plus du reste, vous l'avez compris, que je ne peux pas développer ici où il est question de boire du sang. Regardez bien, je suis pas folle, on parle d'un roi et d'une reine, soit des figures de pouvoir censées protéger leur descendance qui troquent systématiquement, dans toutes les histoires, leurs propres enfants contre, là ici, des plantes, censément leur assurer quoi? La jeunesse éternelle. Sérieusement, n'essaie-t-on pas, les amis, de nous vendre l'idée que les élites, même dans les contes, sont prêts à se débarrasser des plus vulnérables pour satisfaire leurs désirs personnels et leurs désirs de vie éternelle. Et puis que ça vient toujours des enfants, moi je trouve que vous connaissez, trop de coïncidences, créer une évidence, etc., etc. Ce marché de vie et de mort, dicté par une femme à l'autorité mystique, ne ressemble-t-il pas un peu trop à une critique voilée des jeux de pouvoir que certains aiment à dissimuler derrière une façade féerique? La question est lancée. Et puis, ces obsessions là autour des petites jeunes filles, là, cette obsession d'enfermer une jeune fille dans une tour, sérieusement, combien de contes jouent sur le fantasme du contrôle total? On prend un enfant, on le coupe du monde extérieur, on le garde captif pour exploiter sa beauté ou son pouvoir quand on veut simplement pas le faire disparaître. On est clairement dans des schémas où la domination et la manipulation sont normalisées. C'est pour ça que quand certains me disent « Oui, les contes de fées, c'est pour faire l'éducation de nos enfants », peut-être, mais quelle éducation? Réfléchissez-y à 2 fois. Pourquoi des générations entières de gamins ont-ils grandi avec cette idée que l'enfermement est une protection? C'est à se demander s'ils ne nous prépareraient pas à ce qui est arrivé en 2020. Enfin, des fois, j'ai l'impression que je vais trop loin, mais c'est tellement extinctif dans la façon dont je traite mes sujets d'une semaine à l'autre et dans le déroulé que... Parce que, en tout cas, je vous le demande à vous, quel message voulait-on réellement faire passer ici? Ce n'est pas juste une histoire d'amour ou d'aventure. C'est un conte où le prix à payer est toujours systématiquement supporté par les plus faibles, où les figures d'autorité font des choix immoraux en toute impunité et où la notion même de liberté est piétinée. Et comme d'habitude, parce que tout cela est joliment emballé dans un papier doré, tout le monde n'y voit que du feu et il ne faut pas toucher à Disney, parce que Disney et les contes de fées, c'est le monde magique des enfants, c'est ce qui nous permet de les mettre en garde. Non, c'est ce qui leur permet de les conditionner. Parce que dites-moi, qui profite réellement de ces histoires? Qui veut que nous acceptions dès l'enfance l'idée que les sacrifices et l'obéissance aveugle sont nécessaires pour survivre? Qui? Non, je suis désolée, c'est ce qu'on a essayé de vous faire croire, que c'était dans un souci d'éducation, que c'était une façon de préparer les enfants, de les sensibiliser à tel... Non, c'est pas vrai. Encore une fois, on gratte la surface d'un conte et ce qu'on découvre est bien plus sombre que ce que les sourires d'un livre pour enfants voudraient nous faire croire. Basta, così. Et ça, c'est... Enfin, à force, tu peux pas. Tu vois, c'est pas possible. Plus je fais de contes de fées et plus je vous avoue que maintenant ça devient compliqué de lire ce genre de bêtises, de raccourcis, de personnes qui s'entêtent parce qu'ils ont aimé, parce que ça parle à des souvenirs d'enfance, etc. Oui, d'accord, ça parle à des souvenirs d'enfance. Tant mieux que toi, tu n'en aies gardé qu'un bon souvenir. Interroge quand même et penche-toi un peu sur tes traumatismes, histoire d'être sûr que t'as pas plus de traumatismes que de merveilleux souvenirs et on en reparle. Mais arrêtez de nier ce qui semble dorénavant pour moi une évidence. Voilà les amis, c'est fini pour moi. J'ai hâte de savoir si ce conte vous a plu. Je trouve qu'il était important que je le traite parce qu'il met vraiment en évidence tous les sujets controversés que je peux traiter dans mes vidéos du dimanche. Voilà, cette fois-ci, j'arrête là. En attendant, n'oubliez pas non plus notre petite routine des vidéos. On like, on commente, on partage. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on est fort. Et vraiment, ça m'aide pour l'algorithme. Que ce soit des likes ou que ce soit des abonnements, ça coûte rien. Ça prend 2 secondes. C'est pas pour l'ego. C'est pas pour pouvoir se dire, moi, je suis une youtubeuse à la tête d'une énorme communauté. C'est vraiment pour tenter de contourner l'algorithme
Et la censure, bien que je veux croire qu'à partir de janvier, la censure sera beaucoup... Voilà, on croise les doigts. Je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter. Mais en attendant, j'ai vraiment besoin de vous et c'est la meilleure façon de m'aider. Je pense que j'ai tout dit. On se retrouve donc dimanche prochain. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.